Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser la fracture avant de lancer la simulation. Je vais aller dans Fracture Tool. Donc, on en était ici. Vous n'avez pas ce lien encore sur la gauche, c'est ce qu'on va ajouter. Je vais vous le présenter rapidement. À gauche, on avait le high-res, l'astéroïde high-res. Et à droite, on avait le convex décomposition pour la simulation, le proxy qu'on a généré. Et ce qu'on va faire, avant de mettre tout ça dans la simulation, on va faire une petite phase d'optimisation. C'est ce qu'on va faire là. Alors, c'est juste cette partie-là. En dessous, c'est pour vous montrer la simulation. Tout ce qui est en dessous, c'est la simulation qu'on fera un peu plus tard. Donc, juste avant, pour vous montrer l'idée, l'approche qu'on va avoir, on va venir, au niveau de nos pièces, on va venir définir si une pièce est en surface ou non. Ici, en rouge, à l'intérieur, ce sont les pièces qui sont à l'intérieur, et en gris, ce sont celles qui sont à la surface. Donc nous, on va venir supprimer que des pièces en rouge. Pour ça, on va définir si une partie de cette pièce est sur la surface ou pas. Pour ça, on avait créé des groupes. Si je viens ici dans le UnPack, j'appuie sur le i, on va avoir des groupes inside et outside. Si jamais on est dans le groupe outside, ça veut dire que l'une des faces de notre pièce est à l'extérieur. Et chaque pièce, alors je vais sélectionner une pièce pour vous montrer rapidement, après je leur expliquerai mieux quand on y sera. Voilà, sur cette pièce, on peut avoir par exemple cette face-là qui est inside, mais on peut avoir aussi cette face-là qui est outside. Donc sur la même pièce, on peut avoir un groupe outside et inside. Nous, ce qu'on va faire, on va juste venir détecter avec un attribut angle, on va regarder si un groupe outside, c'est-à-dire que si un groupe outside, par exemple cette face-là, c'est outside, on ne la traite pas parce que dans tous les cas, il ne faut pas la supprimer, sinon ça fera un trou sur l'extérieur de l'astéroïde. Et ici, donc, on a ce groupe outside qu'on ne traite pas. On va créer un attribut au niveau des details qu'on va appeler surface. Ça veut dire que cette pièce est en surface. Donc on ne la touche pas, et juste avec un switch, on va venir tester l'attribut qu'on a créé surface, s'il existe ou pas. S'il existe, c'est une surface. S'il n'existe pas, du coup, ben, ce n'est pas une surface à l'intérieur, on va mettre une couleur. On va mettre la couleur rouge. Donc là, il n'y a que des faces à l'intérieur. Et avec un split, on va venir définir, on va sélectionner le groupe surface. Donc à gauche, on va avoir la surface et à droite, on va avoir tout ce qui est intérieur. Alors, je vous montrerai ça, c'est en fait pour venir changer la taille des pièces si on veut supprimer des pièces. Par exemple, je vais afficher ici que les pièces à l'intérieur. Avec un threshold, on va venir supprimer en fonction de la taille des pièces à l'intérieur. Nous, on va tout supprimer. Honnêtement, ça fonctionne super bien si on supprime toutes les pièces et ça permet d'optimiser, surtout au niveau de Unreal, parce que notre rendu final sera aussi au niveau de Unreal. Donc, il va falloir vraiment élaguer et optimiser au maximum toutes les pièces. Et pour la simulation, si on regarde rapidement, il n'y a plus de pièces internes. Ce sont vraiment que les pièces sur l'extérieur. Donc, la simulation semble pas trop mal, c'est une première approche. Et on va reconstruire tout ça. Voilà l'approche. Donc pour résumer, on va sélectionner les pièces qui ne sont pas sur la surface, qui sont que à l'intérieur, et on va venir les supprimer. Non, je peux supprimer le lien ici. Vous ne l'avez pas encore. Donc nous, on va repartir d'ici, on va faire la place. Donc maintenant, vous pouvez faire ce que je fais. On descend l'astéroïde statique géo. Ça, je peux le descendre un peu à droite aussi. On va venir implémenter ici, juste après l'astéroïde, un static cache. Sélectionne le lien, on va créer un subnetwork. Je fais tabulation subnetwork. On va le nommer del underscore inside pieces. Je vais à l'intérieur. Alors, on va commencer par unpack la géométrie, parce qu'elle arrive à les paquer. Donc je fais tabulation unpack. Ensuite, on va faire une boucle sur chaque pièce qui est connectée. Là, je mets un exploded view. Alors, sur chaque pièce, on va venir itérer, et chaque pièce qui est connectée, on va aller la traiter. On va venir définir si une de ces faces appartient au groupe outside. Alors, je fais tabulation for each connected pieces. Ensuite, on va ajouter un attribut angle. On va le faire tourner sur les primitives. Alors, si on tire rien qu'on fait tabulation primo angle, c'est exactement le même, sauf que par défaut, il va venir le faire run over primitive. Je vais le nommer add surface attrib. Ici, on va venir ajouter l'attribut surface si jamais une de ces pièces est en surface. On va marquer if, on va tester, on va faire if in prime group. La fonction vex.
Et là, on va lui passer en premier argument la géométrie, donc c'est l'input 0, c'est le lien qui est connecté ici. Ensuite, ce qu'on recherche, donc le groupe qu'on recherche, c'est le groupe outside. C'est le groupe qu'on a créé quand on a fait la fracture. Et on va marquer @primnum. Je ferme la parenthèse, double parenthèse. Et ce que va faire cette fonction, elle va juste itérer sur toutes les primitives et elle va tester si une des faces, une de ces primitives, est dans un groupe outside. Donc si c'est le cas, je saute une ligne, je fais tabulation. On va marquer qu'une seule instruction, il n'y a pas besoin de mettre d'accolade, pas besoin de mettre de crochet ouvrant et fermant. Et là, on va ajouter un attribut au niveau des details qu'on va nommer surface. Ici, on va ajouter l'attribut surface. Et c'est cet attribut qu'on va tester par la suite s'il existe ou non. Donc on va marquer add detail attribute. J'ouvre une parenthèse. Ah pareil, int geohandle c'est la géométrie, le nom de l'attribut qu'on recherche, et la valeur par défaut qu'on va avoir dans les details. Donc géométrie handle, c'est la géométrie 0. Le nom de l'attribut c'est surface, virgule 1, et on lui met 1 par défaut. De cette façon, on va ajouter l'attribut surface dans les details que sur les pièces qui sont dans le groupe outside, que sur les pièces qui ont des faces dans le groupe outside. Ce qui évite d'ajouter cet attribut sur toutes les pièces si on pourrait dire, par exemple, on met soit 0, soit 1. On met 1 si c'est dans le groupe outside, sinon on met 0. Mais ça ferait créer cet attribut sur toutes les pièces. Alors c'est pas utile. On peut simplement tester avec le if qu'on va mettre en dessous, avec un switch. On pourra simplement tester si l'attribut existe ou non. Ça permet d'économiser un petit peu de mémoire. Ce sont des micro-optimisations, mais si on applique ça sur tout le code, à la fin ça peut faire une petite différence. Même une bonne différence. Ensuite on va ajouter un switch. Un switch if. Je vais faire un peu plus de place. Dans le switch if, une petite erreur. Ah oui, j'ai oublié le point virgule. Et au niveau du switch, on va venir tester si l'attribut existe, attribut de présence. Donc nous, il est sur les details. Il va être ici au niveau des details. Et on va tester l'attribut surface. L'attribut surface, c'est ce qu'on vient de créer ici. Ensuite, on va juste mettre deux couleurs. Alors, je tire un lien pour le if. Sur le lien de gauche, je fais tabulation color. Je vais le passer en rouge. Je duplique le color. Et à droite, on va le mettre en blanc. Et ce que fait le if, donc si l'attribut présence n'est pas dans les details, il va rester sur le 0, puisque du coup ça va être false. Mais si l'attribut details, si l'attribut de surface dans les details existe, du coup il va avoir comme valeur true, il va passer sur 1, il va jouer ce lien-là. Il va passer par ce chemin ici. Et au final, si je mets un exploded view, on va avoir nos pièces qui sont séparées. Aucune face rouge sur l'extérieur. Tout est clean. Et du moment où on va venir regarder les pièces à l'intérieur, on va commencer à voir apparaître des morceaux en rouge. Toutes les pièces à l'intérieur sont en rouge. Donc toutes ces pièces internes, on va les supprimer pour optimiser notre simulation. Et après, on fera encore une petite passe d'optimer vraiment à la fin. Ce qu'il nous reste à faire, on met juste un split. Je fais tabulation split. Et au niveau du split, ce qui va être intéressant, c'est de créer un groupe pour qu'on puisse récupérer que la surface. Parce que ce qui va nous intéresser, ce sont que les pièces avec l'attribut surface, puisque les pièces inside, on les a supprimées. Alors pour ça, au niveau du color, donc c'est à ce niveau-là où on a décidé que si l'attribut surface existait, on passait par la droite, on va l'ajouter un groupe, on fait tabulation groupe. On va le créer sur les primitives, on va le nommer surface. Et ce qui est bien avec ce setup, c'est que toutes les pièces sur la droite, du coup les pièces externes en surface, on fait le traitement que l'on veut à droite. Et si on a des pièces internes, on peut faire le traitement qu'on veut. On va mettre un mesure tout à l'heure pour justement supprimer les pièces avec un threshold si on veut garder certaines pièces à l'intérieur. Donc là, j'ai ajouté le groupe surface. Et dans le split, je vais sélectionner primitive et je vais sélectionner le groupe surface.
Et là, on n'a plus nos pièces à l'intérieur. Exploded View. Voilà, on n'a plus nos pièces à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a nos pièces internes, ici. Donc ça fait déjà pas mal de morceaux. Ici, on va être sur 205 000 polygones. Et sur la droite, on a enlevé 52 000 polygones. Ensuite, sur les pièces en rouge, qu'on va supprimer, donc elles sont ici, c'est l'arbre de gauche, on va ajouter notre mesure. Pour ce node mesure, on va venir sélectionner en mode mesure un volume. Et pas par les mains, mais la dernière option. Throughout, j'arrive pas à le dire. Throughout. On peut laisser le reste par défaut. Maintenant, on va avoir un attribut volume qui va correspondre au volume de chaque pièce. Et on va pouvoir faire un split juste un peu plus bas avec un threshold pour dire ok, cette pièce est en dessous de ce threshold, donc tu la supprimes. Pour le split et l'exploded view, je fais tabulation, un autre split. Donc là, on a bien toutes les pièces rouges. Dans le split, je clique sur la roue crantée, je fais Edit Parameter Interface. On va juste mettre un slider. On va récupérer un float. Je drag and drop juste en dessous le root. Je le nomme threshold. Alors, thresh pour le nom et threshold. Apply Accept. Il s'est ajouté au-dessus ici, le threshold. On va aller dans le groupe. On va marquer @volume. C'est l'attribut que le mesure a créé tout à l'heure. Supérieur à. Par contre, il ne faut pas mettre d'espace. Si on met des espaces, ça ne va pas fonctionner. Et là, je mets deux backticks, deux accents graves. C'est très intéressant. Le threshold est un float. Mais si je mets CHF ici, pour channel float, il va mettre une erreur. Là, je marque thresh. Donc, c'est le nom de notre variable qu'on a mis dans les paramètres d'interface, cette variable-là. Là, il ne le reconnaît pas. Alors, c'est pas CHF, malgré que ce soit un float, il prend en compte en fait un string. Donc, c'est CHS qu'il faut mettre. Même si la variable est de type float dans le paramètre d'interface. Et hop. Ici, la thresh. Si je mets CHF, je crois que j'avais oublié aussi. Hop. CHF, là, il ne marche pas. Donc, CHS. Et maintenant, alors c'est une valeur très très faible. Là, je ne le pousse pas plus normalement. Après, on doit faire des petites modifs au niveau des valeurs minimum et maximum. Grosso modo, on peut supprimer les pièces que l'on souhaite. Nous, cette partie-là, c'était juste une option. Je la laisse de côté si jamais ça peut vous intéresser. Nous, on supprime tout. Je vais remonter au niveau de l'astéroïde crash. Donc là, on est à ce niveau-là. On va avoir le high res. Donc je fais -, je fais tabulation nulle. Je vais marquer astéroïde underscore geo. Je duplique. Je le connecte à droite et je vais marquer astéroïde proxy. Maintenant, le moment tant attendu. Alors, tabulation, je fais tabulation .network. On va le faire commencer à la frame 160. Parce que de mémoire, si je fais ici là rapidement, je check. C'est ça, import FBX. Normalement, voilà. 159 et 160, ils se touchent. Et pour mes mots, alors, import FBX, fracture. Je vais le marquer ici, impact frame 160. Maintenant, dans le .network, on va commencer par importer notre objet pack. Alors, je fais tabulation rbd packet object. Et ensuite, je tire un lien, je fais tabulation rigid body solver. Celui-là. Une sorte de petit poisson. Ou un cerveau qui saute. Oui, c'est le même cerveau qu'il y a ici, des simulations. Je tire un lien, je tape gravity pour ajouter un autre gravité. Et je le lis directement à l'output. Après, on ajoutera les constraints de l'autre côté. Maintenant, on va pointer vers notre objet paquet, vers notre astéroïde. Donc, je sélectionne le rbd packet object. Alors, soit on rentre le chemin, le SOP passe, slash. Les deux premiers points, on monte ici, et les deux autres, on est vraiment au-dessus, et on a astéroïde géo proxy. Donc, on va calculer sur le proxy la simulation.
On peut faire directement si on clique sur SOP, First Contact Geometry, ce qui ou seconde, third ou fourth, ça veut dire qu'on a connecté directement le lien ici. Voilà, moi je pointe directement sur notre astéroïde. Si je fais play, est-ce que ça fonctionne? Donc 160, la gravité fonctionne. Ce que je vais faire pour éviter de cliquer à chaque fois en arrière, Start, je vais faire Start à 160, Apply. Voilà, en cliquant sur l'icône ici, le premier icône en bas à gauche. On va ajouter un ground plane, on va d'abord tester nos contraintes, notre simulation, et après on mettra le deuxième astéroïde. Donc, je fais tabulation merge, je tire un lien, et je tape ground plane. Alors ici, il faut faire attention au niveau du merge. On va avoir left input affects right input. On peut mettre mutual, donc l'un affecte l'autre. Et ici, je fais Shift R pour changer le lien de place. Si on le laisse sur left input, il faut mettre à gauche le ground plane, sinon ça ne marchera pas. Moi je le passe sur mutual, au moins il n'y a pas de souci. Au niveau du ground plane, je décoche display géométrie. Et là on va voir est-ce qu'il s'écrase bien. Super, donc on a une première approche, très bien. Et on l'a fait en 5 nodes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ici 7 nodes avec l'output. Maintenant les contraintes. On va venir tester les contraintes. On va venir les créer. Alors pour les créer, je vais récupérer l'astéroïde proxy. Je vais tirer un lien. Et je vais utiliser le node Connect Adjacent Pieces. Ce node va juste faire un lien, il va créer une primitive entre les pièces. Je vais afficher le template. C'est comme ça que les contraintes fonctionnent. Il y en a plusieurs types. Je ne vais pas les énumérer normalement, c'est censé être dans le cadre d'une prise en main. Je vais déjà beaucoup trop loin, j'en suis conscient. Mais pour résumer, voilà, on peut avoir différents types de contraintes et on va pouvoir les chercher plus ou moins loin. Donc je vais laisser valeur par défaut. Adjacent Species from Point. On peut mettre deux connexions. Donc là, on a nos primitives. Maintenant, ce qu'il faut qu'on dise à notre simulation, c'est la résistance de ces contraintes. À quel point elles sont résistantes. Et aussi les nommer. Il faut leur donner un nom. Donc on va commencer par leur donner un nom. Je fais tabulation primo angle. Je vais le nommer set attribute constraint. Et on va les nommer. On va marquer S, arrobase. C'est vraiment de simples attributs. Constraint, underscore name, égale glu. Entre guillemets, glu. Avec un G majuscule. Et pareil, alors je copie-colle celui-là. Et à la place de name, on va marquer type. Et là, égal, on va marquer all en minuscule. Il faut bien respecter la syntaxe, la constraint type et constraint name. On les a nommés, et maintenant, le dernier attribut qu'on va créer, c'est la force qu'elle va avoir. Donc je tape f, arrobase, strength, S-T-R-E-N-G-T-H. Strength. Égal, on va marquer 25.0 pour l'instant. Ce sont juste ces trois attributs qu'on veut utiliser. Maintenant, je tire un lien, je fais tabulation, nul, et je vais marquer constraint. Constraint avec un S. Je copie le node constraint parce qu'on va l'importer à l'intérieur. Et là, on va ajouter un constraint network. Alors, je reste appuyé sur Shift juste après le Gravity. Je monte un petit peu. Je sélectionne le lien. Je fais tabulation constraint network. Celui-là. Et ici, les constraints type. Alors, glue constraint relationship. Et on a glue avec un G majuscule. Data name, c'est le nom qu'on a marqué ici, l'attribut. L'attribut constraint, c'est ce nom-là. Il doit correspondre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut faire attention, donc là je suis toujours dans le glue cornell, le strength, ça va être un multiplicateur. Donc si on met 25, ce sera 25 multiplié par 10 000. On va le mettre à 1. Et dans le constraint network, on va pointer vers le SOP. Alors si je fais slash, je suis dans la dot network, je remonte encore d'un par an, je suis au-dessus, et parfait, j'ai mes constraints ici. Et si ça fonctionne bien, on devrait les voir s'afficher en rouge. Alors, si je fais W, on voit ici les constraints en rouge qui s'affichent.
Sinon, c'est qu'il y a un souci au niveau des nommages, au niveau du nom. Donc on va voir ce que ça donne. Si je le fais tourner avec 25 de strength. Maintenant, je vais mettre, pas 25, mais je vais mettre un nombre carrément super haut pour essayer de voir s'il y a une différence. Et là, on voit il est beaucoup plus, il y a un gros bloc. Alors vraiment, il y a un gros bloc qui se détache. Bon, il y a vraiment le gros bloc là. Ah, c'est cool, ça fonctionne bien. Après, on essaiera de savoir qu'il y a le deuxième astéroïde qui va taper ici aussi, donc il n'y aura pas forcément le même impact. Mais déjà, les contraintes semblent fonctionner. Je vais mettre, alors on va rester sur un chiffre standard 100 000. Bon, je vais passer sur 100 000. 100 000, c'est pas mal. C'est pas mal, on va avoir vraiment le gros morceau qui se détache. Et pour terminer, pour avoir le workflow complet, nous, au niveau des tests en tout cas, on va tirer un lien de l'astéroïde Geo statique ici, le IRES. Je fais tabulation, transform pieces. Il va nous falloir des points. Alors ici, on n'a pas de points qui sort. On va utiliser un node, on va utiliser le node dop-import. Je fais tabulation dop-import. Dans le dop-import, on va avoir besoin d'un dop-network. Donc on peut le drag and drop directement. Dans les objets, là, il récupère tout. Il récupère tout ce qu'il y a dans la simulation. Nous, on ne veut pas le plane, on veut vraiment que la géométrie, mais on veut même pas la géométrie, on veut que les points. Les points de la simulation, c'est ce qu'on va sauvegarder sur le disque dur. Ça, pareil, je le drag and drop à nouveau. Ça, je supprime, je remonte juste de 1, .NET 1. Et là, je fais slash, et c'est le RBD object. RBD packet object 1. C'est notre objet RBD qu'on a importé, c'est celui-là. Alors l'idéal, si on a plusieurs objets, j'aime bien faire RBD underscore astéroïde. Je vais vous montrer pourquoi. Très important les conventions de nommage, parce qu'il veut dire qu'ici, je peux faire import RBD et je peux mettre une étoile. Donc là, en fait, tous les objets en rigid body que je vais avoir, il va me les importer. Erreur de ma part, en fait, on ne reprécise pas le nom du .NET. Petite erreur de ma part, on n'a pas besoin de repréciser le .NET 1, on peut directement marquer le nom de l'objet. Donc RBD étoile pour correspondre à mon RBD underscore astéroïde. Là, je suis bien sur le dop import. Parfait. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est les points. Donc on sélectionne Create Point to Represent Object dans Import Style. On a les points de notre simulation. On va venir le connecter à notre Transform Pieces. Ce qui va venir récupérer les pièces iRes, et les pièces iRes vont venir être collées sur les pièces LoRes, sur le proxy. On va voir si on a des pièces qui volent un petit peu dans tous les sens ou pas. Et ça semble correct. Très bien. Alors ce qu'il y a de bien avec les constraints, c'est qu'on va avoir vraiment une couche supplémentaire au niveau du réalisme. Si je prends par exemple, ça je l'ai vu, voilà. On va avoir ces pièces qui sont un peu détachées, mais pas totalement. Et au fur et à mesure que la simulation se joue, au fur et à mesure que les forces et les constraintes cassent, les pièces de plus gros blocs vont se détacher. Là, on a un gros bloc ici. C'est ce qu'on va rechercher au niveau de la simulation. On a un gros bloc. Ah, ça c'est juste l'affichage du port qui est pourri. Ah, voilà. On va se mettre comme ça. On va avoir vraiment un gros bloc. Voilà, ce gros bloc qui se détache. Et ensuite, il va se fracturer à nouveau quand il va tomber par terre. Voilà. On a ici des fractures encore. Et cette pièce-là qui n'était pas détachée, ce morceau-là qui n'était pas détaché, et la grosse fracture au milieu ici. Donc ça, c'est vraiment un effet assez cool. C'est vraiment un bon début. À savoir qu'on a simplement posé des constraintes glue sans aller plus loin. Voilà, sans créer de cluster, rien, vraiment restant simple. Et on n'a pas nos pièces internes. Alors, prochaine étape, on va mettre notre astéroïde à la place du ground plane. Chose importante, on a notre premier astéroïde qui est ici, le deuxième qui est sur la droite. Mais le Fracture Tool, pour l'instant, donc on utilise le même Fracture Tool que celui-là. On a le Fracture Tool à gauche qui est en édition. Donc on va faire clic droit, Save Node Type. Alors, comme ça, celui-ci qui est à droite pour le deuxième astéroïde va être mis à jour. Donc on va avoir aussi le même avec les pièces internes en moins. On va avoir notre subnetwork ici qu'on a ajouté. Voilà, de l'Inside Pieces. C'est l'avantage des HDA. On va récupérer ce qu'on a fait ici. Alors, ça je le décale un peu. Je vais le mettre vers le centre. Je récupère ces nodes, je les duplique.
On aurait pu faire un HDA ou le traiter dans un subnetwork. Pour l'instant, on le met juste comme ça. Donc celui-là, c'est l'astéroïde, alors GO2 et Proxy 2. Et là, on a les constraintes 2. Donc juste avant d'intégrer notre deuxième astéroïde pour l'impact, on va vérifier au niveau de la gravity. Normalement, il n'y a pas de gravité, donc je la supprime. On doit être comme ça. Et c'est en fait la vélocité de l'animation qui va permettre d'avoir ce déplacement de l'astéroïde pour que ça matche avec notre animation. Si je fais play, là, ça ne fonctionne plus. Donc, il y avait static object, celui-là vous l'avez pas, hop, je supprime. Alors, on était comme ça. Pour récupérer notre vélocité, dans le RBD astéroïde, on va voir dans Initial State, Inherit Velocity from Point Velocity. Alors si je le coche, ça ne va pas fonctionner non plus, parce qu'on n'a pas sauvegardé la vélocité. Quand on a fait pack tout à l'heure, on n'a pas transféré l'attribut V. Alors je remonte d'astéroïde crash, je retourne dans le fracture tool, et ça va être sur la fin. Donc on a l'astéroïde statique géo. On va venir au niveau de l'assemble, juste avant la sauvegarde. On va avoir ici transfert attribute. On va juste ajouter le V, qui est la vélocité. Et si on fait save, donc du coup il faut sauvegarder par contre le file cache pour mettre à jour sur le disque dur. Et maintenant, on devra avoir notre astéroïde qui se déplace sans la gravité. Voilà. Là, le déplacement, c'est dû à la vélocité de notre animation. Il n'y a pas la gravité. Il s'écrase toujours aussi bien. Maintenant, pour notre astéroïde, il faut, alors dans le Fracture Tool, il faut faire clic droit Save Not Type pour mettre à jour notre HDA. Et dans la Fracture Tool, par contre, il faut qu'on sauvegarde à nouveau, qu'on fasse Update File Cache. Comme ça, il va tout sauvegarder l'arborescence. On aura tout ce qu'il faut pour le deuxième astéroïde et l'implémenter dans notre simulation. Si je sélectionne notre astéroïde, on a celui-là, parfait. On va avoir nos contraintes, l'astéroïde numéro 2. Et ce qu'on va faire, au niveau du .NET, alors je vais mieux le positionner, on va le mettre ici. Je vais récupérer, donc pas l'astéroïde GO, mais l'astéroïde GO2. Pareil, dans le but toujours de tester avant de tout implémenter. S'il y a un souci, vaut mieux voir les soucis sur les pièces séparément, sur les astéroïdes séparément, que au final tout merge sans vérifier et à la fin être bloqué à passer des heures à debug alors que le problème venait d'avant, était en amont. Je copie l'astéroïde proxy 2, le node, je rentre dans le doc network. Ici, je vais tester le 2. Ah, faut que je pouvais marquer juste 2, j'ai fait mon feignant. Par contre, au niveau de Constraint Network, là on est sur les contraintes de l'astéroïde 1, pas du 2. Donc ici dans le Constraint Network, pareil, on met 2. On va tester si la chute fonctionne bien. Ah oui, c'est vrai que lui par contre, il n'a pas de vélocité parce qu'il n'est pas animé. Il n'y a que le premier astéroïde qui descend qui est animé. Lui, il est censé rester droit. Alors juste pour tester, lorsqu'il va se cracher, je mets notre gravité. Gravity Force. Il se disloque complètement. Ah, je me disais, oui, en fait, il est déjà sur le plan de... Il est déjà en fait sur le plane. En tout cas, voilà, il se casse. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais descendre. Grande position un peu plus bas. Pour paraître dans l'astéroïde directement. Très bien, ça fonctionne bien. On a notre gros morceau qui est ici. Voilà, notre gros morceau qui ne se casse pas à l'arrière. Et sur le dessus, ça part en morceaux. Très bien. Donc les contraintes ont l'air de fonctionner. Maintenant, le défi technique, mini défi, je vous rassure, c'est de dire, par rapport aux noms qui sont utilisés, le RBD Bullet Solver se base sur les noms comme pour les contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait les mêmes noms. Il faut qu'il y ait les mêmes noms pour relier une contrainte à la pièce. Il faut que les noms des pièces soient uniques. Comme on a deux astéroïdes et que notre fracture tool en fait utilise le même nom, il risque d'y avoir des conflits au niveau des noms. Si je prends celui-là, en nom, on a 1240 names uniques, alors je vais les afficher dans un spreadsheet. Au niveau des primitives, voilà, on va avoir P6, 1, 2, 3, ainsi de suite, dans l'astéroïde GO2. Et quand je prends l'astéroïde GO1, pareil, on va avoir P6, et donc lui, en fait, il va bouger les deux pièces en même temps de l'astéroïde, ce qui va donner n'importe quoi au niveau de la simulation.
on va faire un truc super simple, on va juste aller ajouter un préfixe qui va être basé sur le nom du HDA. Parce que lorsqu'on fait tabulation en fracture tool, si on fait une deuxième fois tabulation en fracture tool, il y aura le 1 automatiquement qui sera mis au niveau du node. Donc on va se baser sur le nom de notre fracture tool du node parent qu'on a créé. Comme ça, on va ajouter ça en préfixe et on n'aura plus aucun souci avec les noms. Alors je vais dans le fracture tool qui est ouvert avec le cadenas rouge. Et donc les noms qu'on va créer, ils vont être à ce niveau-là. Au niveau de l'assemble, on va venir ajouter simplement dans le préfixe, output préfixe species, on va mettre deux backticks, deux accents graves, on va marquer opname, on ouvre une parenthèse, entre guillemets. Si on met un point, on va avoir le nom de l'assemble ici, assemble 2. Et si on met un deuxième point, on va avoir le nom fracture tool ici. On va remonter d'un par an. Et si j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, on a ici marqué fracture tool underscore pieces. Alors je vais mettre un underscore. J'avais en tête mettre l'underscore fracture tool underscore pieces. Qui veut dire que lorsque je vais ressortir, je vais faire clic droit save node type. Je vais aller dans le fracture tool de l'astéroïde numéro 2. Et si je regarde le assemble, je vais avoir ici output préfixe fracture tool 1 underscore, c'est-à-dire le nom. Donc maintenant, on sait que nos noms sont uniques. On va sauvegarder les caches. Donc je sélectionne le fracture tool, je fais update file cache. Et pareil pour le fracture tool 1, je sauvegarde les caches, update file cache. Et maintenant, si on regarde, on va avoir au niveau des noms des pièces, au niveau des primitives, on a fracture tool underscore 1 pour l'astéroïde GO2. Et pour l'astéroïde GO1, on va avoir fracture tool sans le 1. Donc là, nos noms sont bien uniques. Et il ne nous reste plus qu'à faire un merge. Alors je récupère les proxys. Je fais tabulation merge. On va le descendre un peu. Le deuxième astéroïde proxy 2, je le récupère aussi. Donc là, on va avoir nos deux astéroïdes. Avec le proxy, ils sont déjà un petit peu l'un dans l'autre. Donc je réglerai ça après. Si ça pose souci, je le règle après. Au niveau des contraintes, on va les merge aussi. Alors, je les récupère les deux. Tabulation merge. Je tire un lien de constrainte, je fais tabulation nulle. Et je vais le nommer constraint merged. Constraint merged. Pareil, pour les astéroïdes, je mets un nul. Et je vais le nommer astéroïde proxy merged. Je vais écrire en majuscule. Hop. Allez. On va tester dans le Dop Network. Alors dans l'RB d'astéroïde, on va pointer vers l'astéroïde merged, celui-là. Donc on va avoir les deux. Très bien. Au niveau du Constraint Network, pareil. On va pointer vers le merged pour avoir les deux. On va voir si ça fonctionne correctement. Ici, on a bien notre réseau. Oui, très bien. On a bien notre réseau ici, là, en rouge, qui est séparé. Je vais faire play. Oui, donc il n'y a pas de gravité. Alors je vais remonter là. On n'en met pas parce que du coup on est dans l'espace. On va directement afficher, à la place d'afficher l'astéroïde GO2 au niveau du transform pieces, on va le mettre ici là. Comme ça on aura les deux directement. Voir si ça fonctionne bien. Pardon, pas sur le proxy merged, mais sur les ARS. Donc je prends l'astéroïde GO, je tire un lien, je fais tabulation merge. L'astéroïde GO2 et le transform pieces qui va aller ici. On commence à avoir quelque chose de sympathique.
Plutôt pas mal. Alors on va enlever le ground. Alors, le ground plane, on n'en a plus besoin. On voit bien en dessous là, la grosse fracture, lui il reste bien en entier. Il n'est pas fracturé. Je positionne sur la caméra, voir ce que ça donne. Parce que là j'étais un peu loin. Donc vue de la caméra, hop. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc pour l'instant, ça semble fonctionner. Avant de retoucher les contraintes, je pense qu'on va l'exporter. Je vais vous montrer comment exporter et récupérer pour une première passe sous Unreal. Comme ça, on avance un petit peu sur la cinématique. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera l'export pour Unreal et comment optimiser tout ça. Et on l'intégrera dans la cinématique. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.